Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va ouvrir un gros bordel. On va parler du token et du projet en général, Evmos. Gros sujet, donc ça risque de durer longtemps. Accrochez-vous, on a beaucoup de choses à dire. Mais je vais essayer donc de faire un tour d'horizon de cet écosystème, à mon sens très largement sous-représenté, que ce soit sur YouTube, etc. Il y a comme toujours, à mon sens, des nœuds de compréhension un petit peu plus complexes, qui fait que je pense avoir un peu de valeur ajoutée à apporter. Donc on va faire mieux que ce que j'ai pu voir sur Internet, qui est juste de regarder au token machin, dire c'est bien, c'est pas bien. Donc je vais essayer de vous faire une présentation assez globale de ce truc-là, donc ce sera très long et exhaustif. Mais j'espère vous apporter un peu de compétences. Donc on va faire aussi appel à pas mal de choses qui ont déjà été décrites en détail, donc je vais les survoler très rapidement. Si vous voulez les creuser un petit peu plus, faites appel aux vidéos précédentes, notamment ici je fais référence à celle où on a présenté le modèle que je suis pour le Web3, donc c'est-à-dire le développement de ce modèle basé sur les cités antiques. Donc on va le revoir, en tout cas on va le survoler très rapidement ici pour revoir la place d'Evmos, puisque c'est vrai que c'est suite à cette vidéo déjà où j'ai eu pas mal de questionnements sur comment ça se fait qu'Evmos est aussi gros sur ton truc, tu penses vraiment que ça va être un super gros machin? Donc oui, mais je vais aujourd'hui vous expliquer pourquoi. Pourquoi je relise cette vidéo là maintenant? Parce qu'il me semble surtout que Evmos se dirige là au sein des prochaines semaines, mois, vers un point critique de bascule. Donc, d'une part, j'aime pas commenter après, donc voilà pourquoi je le fais maintenant. Maintenant, c'est tout sûr, on est sur des logiques d'anticipation. Donc il va falloir faire attention, toute anticipation est associée à une gestion du risque. Donc comme d'hab, on essaiera de passer sur les graphiques, etc. et de voir tout ça. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, et pour tout de suite flusher de la main tous les commentaires à la con qui pourraient venir, évidemment que j'ai Evmos dans mon portefeuille. Donc, je vais même vous donner le pourcentage. Actuellement, Evmos pèse 1,61% de mon portefeuille. Je n'ai pas investi un fucking dollar de ma poche là-dedans, puisque je l'ai reçu en airdrop, et que je l'ai campaign depuis. Donc, il s'agit de comprendre de façon très importante, ok, que je suis pas là en train de vous chiller mon bag, d'accord? Je m'en fous littéralement d'Evmos, c'est micro-cap pour moi dans mon portefeuille, moins de 2%, c'est je spécule là-dessus, etc. Donc, il s'agit bien de comprendre que, voilà, même si j'ai clairement, comme je vous dis, une exposition de portefeuille à Evmos, mon job là, c'est pas d'essayer de vous le vendre. Je vais essayer de vous apporter les informations les plus claires possibles, mais je voulais au moins vous en parler pour la transparence, parce qu'il y en a plein qui s'amusent à pas le faire. Donc, ok, Evmos en portefeuille, 1,60, donc mon avis n'est pas neutre, bien évidemment, mais il n'est pas débile. Voilà, je ne vais pas être biaisé par un token que j'ai en moins de 2% de portefeuille, ça c'est la base. Mais Evmos, donc un projet hyper intéressant, et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Ok, donc la première des choses qu'on va reprendre CQFD par rapport à la vidéo du Web3, c'est de voir où est-ce qu'on en est dans le cycle économique et pourquoi Evmos, à mon avis, a un intérêt de ce positionnement dans ce prochain cycle. C'est que donc on est à peu près ici aujourd'hui à la transition, donc la fin de l'arrivée des early adopters, qui se sont pris la claque extrême dans la gueule de ce bear market surprise. Donc marqué pour moi la fin d'arrivée, on l'a de toute façon, les datas qui viennent de grandes instances, donc on est à peu près à entre 10 et 15%, on va dire plus 10% en Europe, plus proche de 15% aux États-Unis en termes d'adoption du marché crypto. Donc on est bien dans la fin de l'arrivée de ces early adopters et on entre dans l'early majority. Ce qu'on avait vu, c'est extrêmement important de comprendre, l'early majority, c'est pas des DeFi degen qui vont acheter des projets qui vont faire x50, etc. D'accord? C'est pas du tout ça que ces gens-là visent. Ces gens-là vont modestement, comme je vous dis, viser maximum du 1 pour 10, 1 pour 20, grand max. Donc tout objectif plus loin que ça, c'est de la connerie humaine à son paroxysme, ok? Vous ne ferez pas plus que des x20 dans le prochain cycle, il ne faut pas être débile, ok? Il faut bien comprendre le type de demande qui arrive. Ce n'est pas des gens hyper spéculatifs qui vont aller acheter des shitcoins parce que ça pump, dump, etc. Bon, il y en aura toujours quelques-uns, mais ce n'est pas du tout la majorité de ces gens ici qui arrivent. La deuxième chose, c'est de comprendre qu'en termes d'adoption, d'accord, le rythme de croissance va encore accélérer. C'est-à-dire que ce qu'on a connu comme adoption dans le cycle précédent, pour certains, ça allait trop vite, c'était n'importe quoi, rassurez-vous, ça va être encore pire. Donc le nombre de gens qui vont arriver va être cataclysmique, et surtout, donc, comme on l'a dit, ces gens-là vont se concentrer sur des projets de qualité, des choses qui ont déjà fait leur preuve ou dans un environnement très proche. Ces gens-là vont pas aller chercher le shitcoin qui est 1500e dans la market cap parce qu'il y a un influenceur YouTube à la con qui les a... Voilà. Ces gens-là sont beaucoup plus cultivés et en tout cas, ils iront pas acheter le shitcoin du mec qui va chiller de la merde. Donc, encore une fois, on se concentre sur les bons projets et on n'essaie pas d'aller trop loin.
Et tout ce qui est hors du top 50, c'est obligatoirement hyper spéculatif et bloqué à 2% d'investissement. Hein. D'accord? Celui qui investit plus de 2% dans un token qui est hors du top 50, il n'a rien compris au prochain cycle. Ok. Maintenant, la spéculation, ça va être de dire, bah, tous ces gens-là, ils vont aller et ils vont se concentrer sur différents projets. Et surtout, donc, le point critique à comprendre ici, c'est le nombre de ces gens-là qui va être près de 3 à 4 fois supérieur à ce qu'on a connu sur le dernier cycle. Donc pour moi ici, c'est de comprendre que le point crucial que j'essaie de mettre en exergue, c'est qu'il va falloir une grosse putain de scalabilité là. C'est pas juste de dire oh, c'est un peu saturé Ethereum, ça coûte cher en gas fee, on va essayer de faire des layers 2. Aujourd'hui, on a des layers 2, mais je pense que les layers 2 eux-mêmes vont pas être capables d'absorber toute cette demande. C'est là où ça va poser problème. Ok? Donc, grosse demande, et c'est pour ça qu'on va parler, à mon avis, du type d'offre qui va se structurer autour de cette demande. Si vous croyez que ces gens-là, ils vont juste venir faire de la DeFi, moi, je pense pas. Donc, on va avoir des demandes beaucoup plus pointues, et ça, c'est ce qu'on avait vu dans l'autre vidéo, donc sur le Web3, où on va, au fur et à mesure que cette ville va se constituer, créer des activités économiques toujours plus précises, c'est-à-dire une spécialisation de l'activité économique. Pour moi, la DeFi, c'est juste un grand groupe d'activités économiques qui peuvent être réalisées, mais à mon avis, on ne voit même pas 10% de ce qui sera utilisé demain sur ces technologies blockchain. Donc, c'est extrêmement important de comprendre donc que, à mon avis, il faut d'autres écosystèmes que l'écosystème Ethereum qui est basé sur l'extraction de richesse. C'est ce qu'on avait vu, c'est là-bas que se réalise la plus grande extraction de richesse parce que c'est là-bas que peuvent, économiquement parlant, se réaliser ces activités à forte valeur ajoutée. Puisque donc pour pouvoir extraire le prix d'un gas fee d'un bloc Ethereum, il faut clairement une demande très haut niveau de gens qui n'en ont rien à foutre de payer ces gas fees. C'est construit donc cet environnement Layer 2 qui a rendu un gas fee beaucoup plus tolérable par tout simplement en fait un regroupement. Hein. C'est de dire on regroupe des gens pour que d'autres puissent se permettre de payer aussi cher. Donc pour moi ce modèle Layer 2 il est bien, mais par contre il offre surtout un compromis dont on va parler immédiatement. C'est une différence fondamentale dont on va reparler assez souvent dans les prochaines émissions également. Cette distinction très claire qui, pour certains, sera une vieille frontière floue, mais qui est extrêmement cruciale et qui deviendra extrêmement importante d'un point de vue tech stack, c'est la différence qu'il y a entre ce qu'on va appeler l'EVM compatibilité, d'accord, donc EVM compatibility en anglais, et l'EVM equivalence, donc l'équivalence EVM en français. D'accord? Ces deux choses-là, bon, vous allez dire, mais si c'est compatible, équivalent, on s'en fout, c'est pareil. Non, c'est pas du tout pareil. C'est fondamentalement différent. La différence est mince, mais la différence est fondamentale. Quelle est la différence? Donc, une blockchain qui est EVM compatible, c'est par exemple le cas du subnet EVM d'Avax. Je sais plus si c'est P-Chain, C-Chain, enfin, je sais plus. Mais bon, la blockchain EVM compatible d'Avax, elle est EVM compatible. Ça veut dire que pour faire fonctionner l'EVM sur des blocs à la finalité non instantanée, donc des blocs probabilistes avec donc des block time malléables, comme on l'a vu, c'est dû au système de propagation Gossip de Avax, qui est extrêmement intelligent en termes de technologie, et son apport technologique n'est pas à renier, mais bien au contraire de comprendre qu'il y a des compromis qui ont été faits. C'est impossible en fait de faire tourner l'EVM sur ce modèle où le block time sera derrière très distant. Il sera malléable. Donc, tout simplement, le modèle de consensus Avax interopérabilise certaines problématiques dans le fonctionnement de l'EVM. Autrement dit, pour faire fonctionner l'EVM sur un consensus Avax, il faut faire des compromis. Il y a certains trucs qui ne sont pas possibles, qu'on va donc soit contourner, soit recoder pour que ce soit compatible, mais donc on a une compatibilité EVM. C'est-à-dire que si je prends un smart contract, un ERC20, qui suit les standards d'Ethereum, mais il n'y a pas que ça, hein, on le verra, je vous mettrai le lien vers un article extrêmement intéressant à ce niveau-là, qui est en anglais malheureusement, mais donc voilà, cette EVM équivalence veut dire que je prends n'importe quel truc déployé dans l'écosystème Ethereum et je peux le redéployer immédiatement à l'identique dans l'autre environnement. Équivalence, c'est la même chose. On peut passer de l'un à l'autre sans rien changer. On a une compatibilité totale, 100% de compatibilité. Ce qui est important, et qu'on va passer très rapidement, je vous inviterai à lire cet article si vous le pouvez, c'est que l'équivalence, elle vient surtout avec tout un tas d'autres effets qui se coulent, et notamment le fait que tous les protocoles qui sont construits autour de l'environnement Ethereum, que ce soit les wallets, les explorers, etc., tout un tas de trucs, quand vous êtes compatible, ça marche probablement pas. Ou alors il va falloir recoder des trucs, et voilà. Et en environnement EVM équivalent, tout ce qui existe dans Ethereum peut venir dans ce truc-là. C'est extrêmement important. Donc, évidemment, si je vous en parle, c'est parce que donc Evmos est un EVM équivalent, d'accord? On n'est pas sur de l'EVM compatible. C'était un fucking big challenge, parce que, encore une fois, il s'agissait de faire tourner l'EVM sur un consensus à la finalité instantanée, etc. Donc,
Évidemment que ça n'a pas été un travail très facile. Et on va tout de suite taper les deux pieds dans le plat. Pour ceux qui s'en souviennent, le lancement d'Evmos a été une fucking catastrophe. Donc, c'est un peu là le principal problème, à mon avis, de ce défi technologique de rendre une blockchain compatible IBC, donc ça veut dire utiliser le Light Client IBC, utiliser le Cosmos SDK et le consensus Tendermint, hein, donc pour suivre, entre guillemets, on va dire, le consensus de développement Ethereum, Cosmos, qui offre tous les avantages que pourra offrir l'écosystème Cosmos, hein, donc cette connectivité à l'extrême avec très peu de compromis de sécurité et énormément de composabilité dans le reste de l'écosystème. Evmos a fait le défi de dire, nous, on va réussir à produire une EVM équivalence, donc comme on l'a dit, pas une compatibilité EVM, parce qu'une compatibilité EVM, ça aurait probablement été beaucoup plus facile à obtenir, mais donc obtenir une équivalence EVM dans un environnement à fast finality, donc c'est-à-dire, théoriquement, la transition Ethereum en proof of stake, ça va être ça, hein, ça va être donc d'obtenir une finalité instantanée avec un block time de 6 secondes. Ce que promet aujourd'hui Evmos, elle promet pas, hein, ça fonctionne, c'est déjà là. C'est finalité instantanée, 2 secondes de block time, donc on est beaucoup plus rapide qu'Ethereum, hein, qui sera à 6-8 secondes le bloc sur la Beacon Chain. Mais donc, en soi, on a un tech stack hyper intéressant. Évidemment, le compromis, il est fait sur la sécurité. Hein. Le protocole Tendermint est bien moins décentralisé en termes de consensus que ne le sera le système de validation Ethereum avec ses centaines de milliers d'instances de 32 Ethers qui servent à valider le consensus. Là, clairement, on est sur un consensus à 150 validateurs, donc clairement, le niveau de sécurité d'Evmos sera jamais mis en comparaison avec celui d'Ethereum, ou en tout cas, il n'entrera jamais en compétition. C'est extrêmement important de comprendre ça, d'accord? C'est la première des assumptions jusque-là. Evmos, pourquoi il m'intéresse? Donc, pour cette EVM équivalence et le fait que, je vous l'avais mis donc déjà à l'époque, et j'avais reçu des questions par rapport à ça, pourquoi le plus gros des quartiers de ma vidéo sur le Web3, c'était Evmos? Et pourquoi j'en parlais aussi peu et qu'on avait surtout parlé du système de valeur et de sécurité partagée de l'atome? Eh bien parce qu'il s'agit de comprendre que pour moi, la ville, elle ne se construit pas, comme on l'avait dit, dans un bloc. C'est pas on passe du château à la ville. La ville, elle se construit par l'arrivée progressive des gens, CQFD, d'accord? Au fur et à mesure que ces gens vont arriver, ils ne pourront pas être accueillis dans le château. C'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre. La demande va être tellement forte que le château et même ses layers 2 ne pourront clairement pas accueillir tout ce monde-là. Donc probablement ces gens-là vont se constituer, et à mon avis c'est le modèle donc, que je suis, sous forme de ces villes qui se construisent par une arrivée massive de gens, d'abord de façon totalement non organisée, CQFD, regardez la vidéo, et tout ça s'organise naturellement en suivant, malgré le fait que certaines villes n'aient eu très peu de modèles de communication, elles se sont plus ou moins toutes, à terme, structurées de la même façon, avec ce réseau donc de quartiers, etc. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la première étape de construction, c'est-à-dire ça on n'en avait pas parlé dans la vidéo Web3, c'est souvent un quartier qui réalise des activités économiques très en lien avec le château et qui va être à l'immédiate proximité de ce château. C'est-à-dire qu'avant de constituer une ville avec ses différents quartiers, ses différents boulevards, ses decks, etc., en soi, la principale activité économique, elle se construit autour du château avec des activités en lien. C'est-à-dire, on continue de construire des choses très en lien avec le château, mais on est de l'autre côté de la porte, quoi. Nous, on ne peut pas bénéficier de cette super sécurité. Donc on a une sécurité très aléatoire, qui est généralement partagée, et on va le voir, Evmos construit un modèle de sécurité partagée, d'accord? Et c'est l'émergence, en fait, de cette première ville qui va à terme donc se diversifier, et puis, comme on l'a vu, spécialiser ses activités. Donc Evmos, pour moi, c'est un énorme bout de l'écosystème Cosmos, pour ne pas dire un bout essentiel. Pour moi, Cosmos ne fonctionne pas s'il n'y a pas une EVM équivalence qui amène de l'activité économique, parce que ce qui attire les gens, c'est ce qui se passe au château. Donc il faut comprendre que ce qu'on disait dans la première vague, là, de dire ces gens-là, ils n'ont pas du tout le même stéréotype de fonctionnement que les early adopters, DeFi DGen, qui recherchent du 2000% et des conneries du genre. Ces gens-là, ils ont très bien compris que le standard c'est EVM et que c'est l'Ethereum. Donc ces gens-là, ils vont chercher tout ce qui est proche d'eux. Et voilà pourquoi je pense qu'Evmos, c'est probablement le flagship de l'écosystème Cosmos. Et pourquoi j'aime aussi beaucoup Evmos? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu le premier cycle, qui ont trouvé très vite la valeur du modèle Atom, par le fait que c'est un modèle bien plus ouvert que les modèles Polkadot et Avalanche. Maintenant, comme on l'a dit, plus ouvert, ça capture beaucoup moins de valeur. Tous ces trucs-là qu'on avait dit. Mais ce qui m'intéresse, c'est donc que Evmos se trouve à mi-chemin entre ces deux écosystèmes. L'écosystème Cosmos, qui à mon avis va attirer de plus en plus d'intérêt spéculatif dans un premier temps,
par rapport à ce modèle, IBC, sécurité partagée, au fur et à mesure que la roadmap de Cosmos se met en place. Et ce truc qui a déjà pignon sur rue, l'activité économique de notre château et de sa scalabilité de premier ordre, le layer 2, qui hérite quand même de la sécurité. Mais qui pourra clairement pas accueillir toute la demande. Hein, voilà. Donc pour moi, il est là le truc. Le principal problème, c'est que les layer 2, eux, ils sont Ethereum compatibles. C'est-à-dire que pour déployer dans le layer 2, il faut faire des compromis. Il faut changer, il y a différents trucs qu'on ne peut pas faire dans un layer 2 qu'on pourrait faire dans le layer 1. Ce ne sera pas le cas pour Evmos. Evmos, c'est 100%, ok, 100% compatible. Les autres, donc les blockchains EVM compatibles et pas EVM équivalents, ont une compatibilité plus ou moins élevée. Il s'agit ici, encore une fois, d'un gradient. Il y a certaines blockchains qui sont extrêmement compatibles, mais pas équivalentes. Ça veut dire qu'il y a de toute façon un compromis qui a été fait, et ça nécessite de revoir le code pour être sûr que cette compatibilité peut être assurée. Ce qui n'est donc pas le cas de l'équivalence, dans laquelle on est assuré de pouvoir déployer l'intégralité du code du smart contract dans ce nouvel environnement. Environnement qui est donc ici, pas le consensus obtenu par la Beacon Chain, mais un consensus obtenu par un protocole Tendermint à 150 validateurs et une finalité instantanée à 2 secondes. Voilà. Donc, on a fait le tour sur la place d'Evmos et ce que j'envisage de ce truc-là. Donc, ce double effet qui se coule, Evmos se trouve à la fois derrière le flagship de Atom, d'accord, qui fait parler de lui pas mal en ce moment, et de son écosystème, et de toute sa preuve de concept, l'IBC, etc. Et donc, l'environnement Ethereum, qui est le flagship dans la tête de tous les gens qui vont arriver. Et ces gens-là, comme on l'a dit, vont arriver en tellement grand nombre que je doute que la demande soit absorbée par les layers 2, et je pense qu'Evmos a tout le loisir de faire partie des demandes dans cet environnement-là. Et voilà pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui, parce que je pense que cette demande, elle va arriver dans les prochains trimestres et qu'il va donc falloir l'anticiper avec une gestion du risque, bien entendu. Ok, donc derrière, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce projet, comme on l'a dit, c'est le fait que, à la fois dans le verbe, mais dans la posture et surtout, putain, dans les actions, on a un modèle économique que je comprends très vite et qui a effectivement, à mon avis, un très bon business model. La première des choses, il n'y a aucune mention faite de ah, l'Ethereum c'est pas bien, ah, l'Ethereum ça coûte trop cher, ah, l'Ethereum ceci, ah, l'Ethereum cela, ah, on va faire ça mieux, voilà. Donc pour moi c'est juste, il n'y a aucune comparaison à l'Ethereum. Par contre, il y a vraiment un petit appel aux utilisateurs d'Ethereum. Le business model ici, c'est de dire, nous on va faire l'inverse, c'est-à-dire que Ethereum extrait de la valeur, nous on va tout faire pour redistribuer la valeur. Donc ça, c'est la rhétorique. Moi, je veux voir des actes. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement dans le choix du business model qui est défendu? Donc, nous, on veut que les développeurs, les utilisateurs et les validateurs soient main dans la main, tout le monde est heureux, etc. Bon, comme je dis, c'est beau sur le papier, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de règles, d'accord? Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre que le modèle qui a été octroyé ici, il est assez logique, mais il ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est pour ça qu'on va voir que le grand problème d'Evmos, c'est que pour ma part, c'était un projet avec beaucoup d'ambition, mais qui n'a pas malheureusement eu le développement des premiers mois, enfin le early development, n'a pas du tout été favorable et ça a créé une asymétrie dramatique dans le rendement du jeton et sa distribution. Et on va en parler grandement ici. Donc, si je vous parle de ça, c'est parce que donc, le modèle économique d'Evmos est celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a eu 50% des tokens distribués en airdrop, et vous le voyez, hein, donc le genesis de ce token, supply, c'est pas 25% pour la team, etc. et tout ça. C'est 40% de strategic reserve, multisig, et c'est les têtes du projet qui définissent comment ces réserves stratégiques peuvent être déployées. Elles sont évidemment à but de croissance de l'écosystème, hein, d'accord? Et derrière, donc, une community pool de 10%. Ok. Bon, donc déjà, on voit, niveau du token supply, quel est le message qui est envoyé? Énorme décentralisation. On est bien au-delà de ce qu'on a pu voir sur les lancements classiques des autres Layer 1 qui envisageaient de se construire de près ou de loin autour d'un environnement EVM et Ethereum. Donc là, clairement, nous, on veut démarrer décentralisé depuis le début. On ne veut pas avoir d'emmerde avec le régulateur, etc. Donc déjà, plutôt bon point. Mais là où ça a couaqué, il s'agit de comprendre que ça, c'était beau sur le papier. Ça, c'était le modèle, c'était de dire 50% des tokens sont distribués et on va faire un rect drop. C'est-à-dire qu'on va distribuer à la fois dans l'écosystème Cosmos, puisque je vous rappelle quand même que ça a été partiellement financé par des atomes, tout ce bordel, puisque à la base, c'était le projet Ethermint qui devait être déployé avec une sécurité partagée Cosmos. Bon, au final, ce ne sera pas le cas, donc clairement, il y a eu rétribution très large pour l'écosystème Cosmos avec un airdrop, donc pour les holders de tokens, atomes, etc.
Mais là où le reg drop avait surpris beaucoup justement d'investisseurs Cosmos en disant c'est pas juste, on aurait dû avoir plus, c'est qu'une très large partie de ce supply était à destination de l'écosystème Ethereum. Sous un modèle extrêmement et infiniment complexe que je ne vais pas détailler ici, que vous retrouverez là-dedans, d'accord, donc le reg drop, ok, dans lequel les gas fees dépensés ici ou là, et etc., les interactions avec ceci, cela, machin, etc., étaient pris en compte pour obtenir donc un airdrop de ce token. Donc là où je pense qu'il y a eu erreur, c'est qu'une très large majorité de cet airdrop était à destination de l'environnement Ethereum, des utilisateurs d'Ethereum. Alors avec un mécanisme bien évidemment extrêmement complexe pour éviter de favoriser les gros holders, etc. Donc avec des mises en place de calculs avec des racines carrées, des trucs comme ça. Enfin, je vous laisse regarder tout ça. Mais le modèle était vraiment de dire, à l'époque, ça avait surpris l'écosystème Cosmos parce qu'on s'attendait à avoir un très gros airdrop, mais plus favorable à Cosmos qu'à Ethereum. Ça n'a pas été le cas. Et le principal deuxième problème que ça a causé, bah, c'est qu'en fait, ce truc-là s'est lancé et puis ça s'est chié. C'est-à-dire, ils ont lancé le truc en grande pompe. 3 jours après, bim, catastrophe. L'airdrop était une misère à récupérer. Tous les gens qui avaient des wallets Ledger ne pouvaient pas récupérer. Et la plupart des utilisateurs Ethereum sont sur Ledger. Donc, bref, les hardware wallets n'étaient pas compatibles. Le machin a bloqué, c'est-à-dire la blockchain s'est arrêtée au bout de 3 jours. C'était une catastrophe. Bref, le problème d'Evmos, c'est que franchement, magnifique sur le papier, et un lancement, mais plus merdique que ça, tu meurs. La conséquence, c'est quoi? Bah, c'est que les seuls qui ont récupéré l'airdrop, c'est l'écosystème Cosmos. C'est-à-dire que tous les gars de chez Cosmos, on a récupéré, nous, notre dû. Hein. Alors certains l'ont pas fait, hein, ils sont probablement noyés là-dedans. Mais c'est surtout que toute la partie Ethereum n'est jamais revenue. À mon avis. Et le principal problème que ça crée, c'est que sur 100 millions de tokens qui devaient être distribués en airdrop, seuls 25 millions ont été récupérés. 75% de l'airdrop reste unclaim aujourd'hui. Et comme on l'a dit, l'airdrop représentait 50% du Genesis Supply, le reste n'étant qu'un community pool et une réserve stratégique dont les dépenses sont faites pour l'écosystème. Donc il s'agit de comprendre que la Strategic Reserve, il y a très peu de tokens qui circulent, mis à part ceux qui ont été octroyés pour développer certains projets. Mais mis à part ça, l'intégralité du Circulating Supply, c'était l'airdrop. Et du coup, si personne récupère ces tokens, bah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de circulating supply. On a un supply qui est complètement immobilisé, il n'y a pratiquement aucun token qui s'échange, il n'y a pas d'adoption dans les exchanges parce qu'il n'y a pas de profondeur de marché, tout simplement, c'est un énorme problème, parce que le très beau business model vendu sur le papier, dont on va distribuer et décentraliser à mort le protocole, dès le début, eh ben ça prend pas. Il y a plein de gens qui se sont pas intéressés au truc parce que ça a quaqué dès le début, et les gens se sont dit, bon, c'est de la merde, je dégomme, enfin, je vais pas me faire chier à attendre que ça relance, reclaim, etc. C'est tombé dans l'oubli pour toute la partie Ethereum. Et ça, c'est le principal problème qu'on va noter tout de suite. C'est que pour un projet qui se veut ouvrir à Ethereum, bah pour l'instant, malheureusement, je vois des gars de chez Ethereum qui ont plutôt claqué la porte il y a plusieurs mois, quand la blockchain s'est interrompue. Ça a mis plusieurs semaines à se relancer, donc je pense qu'il y a un oubli littéral de cet airdrop de part de la communauté Ethereum. Et la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je vois déjà des communicants Ethereum qui relèvent « Ah tiens, c'est vrai qu'on avait un airdrop, etc. » et puis qui font des vidéos. Donc je vois que ça commence à reparler d'Evmos. Et surtout, bah, c'est vrai que là, au courant de la dernière semaine, on a déjà eu un regain ici de tokens qui sont claim. Donc on sait bien que ce n'est pas l'écosystème Cosmos, puisque ces gens-là ont déjà récupéré leurs airdrops depuis déjà plusieurs mois. J'ai l'impression que l'écosystème Ethereum commence petit à petit à se réveiller. Ah tiens les gars, c'est vrai qu'on avait un airdrop à récupérer, etc. Et je pense que petit à petit, les gens vont aller regarder. Ce qu'il s'agit de comprendre, c'est donc qu'il y a un clawback, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, enfin à partir du 1er août, il va y avoir une dégradation, c'est-à-dire que jour après jour, une partie de l'airdrop qui était réclamable au début sera transférée dans le community pool. Ça veut dire que jusqu'au 1er octobre de mémoire, entre 1er août et 1er octobre, la part restante à réclamer va se réduire jusqu'à ce que 1er octobre, il n'y ait plus rien. Donc, je pense que clairement, ça va réveiller l'écosystème Ethereum. Plus vous patientez, moins vous allez recevoir. Maintenant, donc comme on l'a dit, le principal problème, c'est que l'arrivée de cet écosystème Ethereum, on va voir sous quelle forme il va se produire. Parce qu'il y a plein de choses qui vont leur faire peur. Donc, maintenant, il s'agit de se mettre dans la tête d'un gars Ethereum et de se dire, bon, ok, j'ai un airdrop, qu'est-ce que j'en fais, d'accord? Donc déjà, pour récupérer l'airdrop, il faut réaliser des actions dans l'écosystème Cosmos, donc une transaction IBC, etc. Il faut essayer d'interagir un petit peu. Donc la première des choses, ça va être de se dire, est-ce que ces gars d'Ethereum qui vont débarquer vont être plutôt convaincus ou pas? Est-ce qu'ils vont être intéressés au moins
à aller voir un peu plus loin ou pas. Je pense que s'ils sont intéressés, les vidéos comme je fais là par exemple, qui creusent sur le modèle économique d'Evmos, vont probablement faire « Ah bah oui, c'est un super bon projet, je garde l'airdrop ». Surtout pour les raisons qu'on va expliquer après. La question, c'est est-ce qu'il va y en avoir une large majorité qui, au contraire, vont se dire bon, c'est bon, j'ai des tokens gratuits, je vends ça tout de suite et je vais swapper en Ethereum. Si c'est ça qui se produit, bah, le problème, c'est comme on l'a vu, c'est qu'une partie plus croissante du token supply va arriver, d'accord? Donc on va retrouver de la liquidité, mais dans cette liquidité, si à cette liquidité, il y a une large majorité de vendeurs, ça va être compliqué de trouver des acheteurs pour compenser cette sortie de capitaux. On risque de voir une chute brutale sur le prix. Pour moi, il y a de la demande sur ce token, mais la question c'est est-ce qu'on peut absorber une arrivée massive de gens de l'Ethereum qui ne posent pas de questions et qui se disent juste putain, j'ai un airdrop, je le prends, je le vends, et de toute façon, ça va à zéro, et Ethereum, ça montera to the moon. Il est possible qu'on ait ce genre de raisonnement-là, et pour moi, c'est un risque à mesurer dans cette vision d'Evmos. Ok, le deuxième truc, c'est de comprendre donc ce que j'aime bien chez Evmos, c'est qu'il y aura un hard cap à 1 milliard de tokens, et ce hard cap sera atteint en 4 ans, ce qui veut dire que le modèle économique actuel, basé donc sur des rémunérations de staking pour justifier la dépense de validation, au bout de 4 ans, il va falloir trouver un autre modèle. Donc déjà, le modèle qu'on a aujourd'hui, il est à horizon 4 ans, et après, il va falloir trouver un autre modèle. Est-ce qu'on va se caler sur le IP 1559 d'Ethereum, c'est-à-dire on burn une partie du fee pour réduire le supply et compenser l'inflation, etc., etc. Ce qui est bien, c'est que donc on voit que par rapport à ce modèle économique, et c'est là pour moi le point d'exergue de ce modèle économique Evmos, c'est extrêmement inflationniste au début. Mais genre extrêmement inflationniste. On est à près de 150% d'inflation sur l'année 1. C'est énorme. Bref, le principal problème que ça cause, c'est que ça risque de faire flipper grave l'écosystème Ethereum, qui sont plutôt en mode ultrasound money actuellement. Donc ça, c'est le premier truc qui peut leur faire très très peur, le haut niveau d'inflation, s'ils prennent pas le temps de creuser. Parce que le haut niveau d'inflation, il est rémunéré à 40% pour le staking, 25% pour la team, 25% du usage incentive et 10% de community pool. Ce qui est intéressant, c'est donc de comprendre que si on extrapole ça avec le modèle de Genesis, ça nous donne ça à la fin. Ça fait qu'au bout des 4 ans, on aura 32% de l'émission qui aura été distribuée sous forme de staking, 20% qui finiront dans les poches de la team, on en a 10% de strategic reserve, c'est les 10%, c'est les 40% qu'on avait au début, hein. La strategic reserve ne reçoit pas la partie de l'inflation, le community pool reçoit 10%, d'accord, par nouveau token inflaté, et comme il y en avait 10% à la base, bref, on a un community pool qui restera stable à 10% à travers le temps. Okay, les usage incentives qu'on a vus, qui sont donc extrêmement généreuses, 25%, qui sont tout simplement ici des activités économiques qui pourront être financées par l'écosystème. Et pourquoi c'est extrêmement important ça? Eh bien parce que c'est quelque chose qu'Ethereum ne pourra pas faire. Ah, ça coûte beaucoup, hein, ça nous coûte 20% de l'inflation, mais qu'est-ce que ça, l'usage incentive? Eh ben, c'est extrêmement important pour ma part. Pourquoi? Ben, comme on l'a dit, ça va permettre de générer des activités économiques qui, dans leurs premiers jours, ne sont pas nécessairement rentables. Autrement dit, Evmos, dans sa forme générale, l'écosystème, pourra financer des projets qui n'ont pas de valeur économique immédiate. Autrement dit, on va financer leur sécurité. Ces tokens-là vont avoir des transactions probablement gratuites ou proches de gratuites parce que ces transactions seront subventionnées à hauteur d'un certain niveau par l'écosystème. Qu'est-ce que ça permet, ça? Ben, ça permet de développer tout un tas d'activités économiques qui ne verront jamais le jour dans l'écosystème Ethereum ou Layer 2 parce que là-bas, il faut payer. Il faut pouvoir extraire de la valeur du protocole parce que sinon, on ne peut pas payer la sécurité. Donc, chez Evmos, je pense qu'on va voir naître tout un tas de projets extrêmement intéressants, subventionnés, à près d'auteur de 25% de l'inflation, donc c'est quand même énorme la quantité astronomique de valeur qui va pouvoir être utilisée sous cette forme pour développer des projets dont, à mon avis, l'activité économique est très bénéficiaire à moyen long terme, mais pas forcément à court terme. Dans ce cas-là, l'écosystème prendra en charge le développement, à mon avis, de ces protocoles. C'est hyper important et hyper intéressant de comprendre ça. Ok? Très très important, ce token supply, pour moi, il diverge très profondément avec les autres. Il y a un petit point dont même je voudrais parler parce que bon, c'est petit, d'accord? C'est négligeable, mais je trouve ça extrêmement parlant, encore une fois, par rapport à la propension qu'ont certains projets à parler beaucoup, et ça agit de façon différente. Là, chez Evmos, quand on parle de décentralisation et de légitimité, je n'ai jamais vu ça, et voilà pourquoi je vais prendre le temps d'en parler. Les jetons qui sont alloués à la team, d'accord, sont des jetons qui ne sont pré-mintés, d'accord, mais qui peuvent à tout moment être interrompus en vote de gouvernance. C'est-à-dire que si la majorité des tokens décide de supprimer les tokens de la team, alors les tokens qui ont déjà été release, d'accord, en vesting,
ne sont pas retirés, d'accord? Mais il faut comprendre que la blockchain dans son ensemble peut à tout moment voter un veto de l'inflation qui part à la team. C'est-à-dire qu'on peut décider en cours de route, en tant qu'utilisateur, de dire, bon, ben, au final, ils ne foutent plus rien à la team, pourquoi on continuerait de les payer? On arrête. Et dans ce cas-là, l'inflation qui était octroyée à la team peut tout à fait être distribuée en incentive, en reward ou en community pool. Ces votes de gouvernance peuvent changer le bloc reward. Ce qui fait que la team n'a absolument pas la garantie to the moon jusqu'à l'infini de recevoir de la thune. Et ça, pour moi, c'est absolument énorme. La capacité que la gouvernance puisse modifier le bloc reward et que la team soit intégralement liée à ce bloc reward, je trouve ça génial. C'est pour moi comme un vote de confiance permanent. Si la team diverge beaucoup trop ou commence à faire de la merde, et que le projet est majoritairement opposé à ça, on peut avoir une forme de veto qui dit, bon bah stop, voilà, vous on arrête de vous donner. Et ça, je trouve ça extrêmement, extrêmement, extrêmement beau. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient les couilles de faire ça dans les autres layers. Voilà, parenthèse, je referme. L'autre truc qui est extrêmement important de comprendre, c'est que leur modèle est basé sur une redistribution des fees qui n'a rien à voir avec le IP 1559, en tout cas pas en l'état, on l'a vu, au bout de 4 ans, il faudra probablement changer ce modèle, mais pendant les 4 premières années, le fees est séparé en deux, une partie qui va dans les validateurs et une autre partie qui sera déployée en tant que retour sur l'investissement de celui qui a déployé le contrat. Ce qui veut dire que toute personne qui déploiera un smart contract dans l'environnement Evmos, bah, quand il y a $1 de fee généré par n'importe quelle transaction ou Dieu sait quoi, 50 centimes validateur, 50 centimes qui retournent dans le wallet du smart contract. Intéressant, n'est-ce pas? Parce que là, quand on a bien vu, quel est l'intérêt économique d'Evmos? On est sur faible extraction de valeur et très forte valeur ajoutée pour les projets eux-mêmes. Là, ici, on n'est pas sur viens et paye tes taxes et en attendant, on va t'offrir plein de services. Ça, c'est Ethereum. Mais viens, on peut t'offrir pas mal de services aussi. Mais en attendant, c'est gratos chez nous. Ou presque, voire même, tu vas pouvoir récupérer une large partie de la valeur que tu crées. Et ça, comme on l'a vu, ça va créer des intérêts économiques bien plus diversifiés que ne peut créer aujourd'hui l'environnement Ethereum et Layer 2, qui est purement économiquement centré. Si tu n'as pas la création d'une valeur économique dans cet écosystème, tu ne peux pas survivre, puisque tu ne pourras pas financer à terme les dépenses de sécurité. Ou alors, il faudra faire une énorme inflation qui amènera la valeur de ton token à tirer vers zéro. Là, c'est pas ça. On veut créer un modèle économique dans lequel le retour sur investissement est clairement distribué dans un tas de participants. CQFD, on revient sur ce qu'on a vu au départ. C'est pas que des actes. On veut à la fois rémunérer les développeurs, les utilisateurs et les validateurs. Les utilisateurs sous forme de user incentive, qui sont colossales quant à l'inflation. Les développeurs, comme on l'a vu, plus leurs smart contracts sont utilisés, plus ils vont avoir un retour sur investissement codé dans le dur. Et les validateurs, parce qu'il faut quand même, évidemment, justifier la dépense de sécurité. Donc, extrêmement important, puisque, évidemment, moi je trouve que ce business model est relativement bien équilibré, mais on doit clairement noter cet énorme couac. Qu'est-ce qu'il a produit, ce couac? Eh bien, il a produit un truc qui fait extrêmement peur, évidemment, pour l'instant, c'est que, avec ce gros niveau d'inflation, là, 122%, d'accord, ça fait très très peur à l'environnement Ethereum. Qu'est-ce que ça cause? Le fait qu'il n'y ait qu'une très petite partie de l'airdrop, donc que le circulating supply est extrêmement mince, ça a causé ça. 400% d'APY. Donc ça, évidemment, ça rend tout le monde complètement fou, hein, d'accord? Puisque, évidemment, l'APY aussi élevé, tout le monde se dit « Oh, c'est encore un truc de DeFi degen, doit y avoir une inflation de cochon, etc. » Alors oui, il y a une inflation de cochon, mais quand vous êtes rémunéré 4 fois le prix de l'inflation, ça vaut quand même le coup. C'est-à-dire qu'évidemment que là, à prix de token constant, vous avez une market cap qui va grossir de 4 fois sur un an. Donc, ça, oui, il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais ce modèle économique, 120% d'inflation, c'est que le token, il va tirer vers zéro. » Non, encore une fois, si le projet a de la valeur et de l'utilité, c'est juste une question de est-ce que la croissance va compenser l'inflation? Et puis là, la question, elle est encore plus bête. C'est est-ce que vous êtes rémunéré pour cette inflation? C'est-à-dire que si la rémunération en staking était inférieure aux 120% d'inflation, clairement, vous êtes dilué à la fois sur la valeur du token et sur le nombre de tokens qui sont générés, etc. Là, c'est pas le cas. Même si la valeur du token baisse, vous en gagnez 4 fois plus que l'inflation. C'est quand même colossal. Pourquoi, du coup, ce rendement est là? Et surtout, pourquoi ça fait des mois que ça dure? Parce qu'en fait, depuis le relancement de la blockchain, bon, ça réduit petit à petit, mais on est toujours sur des APR absolument stratosphériques et constants. C'est ça que certaines personnes ont du mal à comprendre. Donc la question, c'est pourquoi? Et bien la question, c'est pour ça.
C'est parce que si vous comprenez comment se redistribue le système, on l'a vu, chaque nouveau bloc créé par l'inflation, enfin chaque nouvel EVMOS créé par l'inflation, il y en a 40% qui vont rémunérer les validateurs. D'accord? Validateurs et délégateurs. Mais s'il n'y a que 15% des tokens qui valident, eh ben, vous faites le ratio, c'est con. 40% divisé par 14%, voilà pourquoi vous gagnez beaucoup plus que l'inflation. Parce que la part relative de cette inflation qui est dirigée vers la validation, la sécurité, eh ben, vous la touchez de façon disproportionnée parce qu'il n'y a que 15% du token supply qui valide. Et pourquoi 15%? Ben parce que ça, on l'a vu. Au début, il y avait 50% dans l'airdrop. Et ce qu'on a vu derrière, c'est qu'il y avait 25% seulement 25% des tokens qui avaient été réclamés. Donc en fait, dans cette part du gâteau, si on la sépare en 4, d'accord? Ben, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il n'y en a qu'un quart qui a été réclamé aujourd'hui. Donc il n'y a que ça comme token qui existe. OK? Et si on prend 25% de 50%, puisqu'il n'y a que 50% qui étaient distribués en airdrop, ces tokens-là ne peuvent pas être stakés, et ceux-là non plus. Donc les seuls tokens qui peuvent participer à la validation sont ceux qui ont été réclamés. C'est QFD. On en avait 25% réclamés sur la moitié, d'accord? On est à peu près à 15% maximum de tokens qui peuvent être stakés, et c'est ce qu'on voit. Il n'y a que 15% des tokens qui valident. Donc, déjà, on sait une chose, il y a très peu de tokens en circulation. Pour ceux qui voudraient rentrer dans ce projet, c'est pas liquide. On peut difficilement absorber de la demande, tout comme la demande dans l'autre sens. Donc, attention à la volatilité du token. La moindre demande se transposera certainement par une hausse drastique du prix. Mais ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que les 400% de rendement qu'on a, ils ne pourront pas changer tant que ces gens-là ne récupéreront pas leur airdrop. Pour pouvoir faire chuter le rendement du staking aujourd'hui à 400%, il faut donc que des jetons ne soient pas créés ex nihilo, mais qui soient simplement récupérés par ceux qui en avaient la légitimité dès le début, et qui ne les ont juste pas prises. Donc le principal problème du modèle économique Evmos, c'est de s'être chié avec ce mauvais lancement initial qui a fait fuir tout l'écosystème Ethereum, des gens qui passent littéralement à côté de plusieurs milliers de dollars de valeur d'airdrop pour certains, tout simplement parce que ce projet leur est sorti de la tête, et que beaucoup n'en ont tout simplement plus rien à faire. Mais quand l'attention va revenir, soit parce que le token se met à monter, soit parce que tout simplement des influenceurs commencent à s'intéresser à cette valeur qui est juste à récupérer. Encore une fois, c'est gratuit, c'est un airdrop. Il faut donc que ces gens-là de l'écosystème Ethereum s'y intéressent le plus vite possible, sinon le clawback arrive, et de toute façon, dès qu'on arrive au 1er octobre, tout ce qui restera de l'airdrop sera parti dans la réserve du community pool. Ça veut dire que ces tokens ne disparaissent pas. C'est que derrière, la gouvernance décidera ce qu'on veut en faire, et on peut tout à fait décider de refaire un airdrop. Donc, il s'agit de comprendre qu'aujourd'hui, pour ma part, la valeur économique associée à un token Evmos, elle est énorme puisque la partie relativement liquide et circulante de ce token est proche de zéro. La plupart des gens qui ont réclamé leur token les stake. Puisqu'on l'a vu, on est à proche de 15% aujourd'hui de staking. Ça veut dire qu'à mon avis, il n'y a pas plus de 3 à 4% des tokens qui circulent. Et le reste, ils sont dans la Strategic Reserve ou dans le Community Pool. Donc, clairement, il va falloir diluer ce putain de supply en faisant venir les gars d'Ethereum, parce que si c'est pas le cas, eh ben non seulement le ratio de staking va rester extrêmement élevé, ce qui fait que petit à petit, qui c'est qui va les récupérer ces tokens? Eh ben c'est ceux qui les détiennent et ceux qui stake. Donc oui, clairement, ceux qui ont reçu cet airdrop, l'écosystème Cosmos, et qui campent leurs intérêts depuis, on est bien, hein. Moi perso, j'ai déjà le double de ce que j'avais mis de ce que j'ai reçu au début. C'est de dire, j'ai déjà doublé la valeur de mon airdrop. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un mec Ethereum qui rentrerait aujourd'hui et qui avait le même airdrop que moi en valeur, bah, théoriquement, aujourd'hui, il a 2 fois moins de tokens parce que lui, il arrivera après. Donc, retenez que ce modèle économique, il est extrêmement punitif par le temps du fait de cette énorme inflation. Plus vous tardez à récupérer cet airdrop, moins vous aurez de valeur, ou en tout cas plus vous serez dilué parce que les autres sont arrivés avant vous. Et ça, moi, je trouve ça assez intelligent parce que, comme on l'a dit, même si l'écosystème Ethereum, pour une raison X ou Y, venait à passer à côté de ce cadeau, ce qui me paraît stupide, mais si c'était le cas, eh ben, je pense qu'on va récupérer beaucoup de valeur, à la fois dans l'écosystème Cosmos et dans ceux qui auront récupéré leur token. Parce qu'on pourra utiliser le community pool pour refaire un deuxième airdrop. Et tout simplement, bah, on pourra définir quelles sont les règles d'éligibilité de cet airdrop. Soit on refait un airdrop en vue des acteurs Ethereum, avec des conditions, soit on se redistribue les tokens à nous, tout simplement, on peut le faire, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, mais il faut comprendre que le peu de tokens circulants aujourd'hui font que le pouvoir de gouvernance de ces tokens est extrêmement important. Voilà. Ça, c'est le truc que je voulais vous dire. Bon, donc, bah, il s'agit de comprendre qu'on a un très solide argument à vouloir avoir ce token en portefeuille. Donc clairement, ceux qui ont les airdrops stake depuis le début,
preuve qu'ils ne veulent pas vendre et qui voient la valeur de ce projet, et surtout qui sont grassement rémunérés à chaque jour qui passe en attendant que l'écosystème Ethereum se réveille. Si l'écosystème Ethereum se réveille, ça va produire 2 scénarios. Le premier, c'est que soit ils vont dire « Bon, c'est de la merde, je dump, je récupère et je rachète des Ethereum ». Dans ce cas-là, il va falloir absorber cette demande vendeuse, et c'est pas facile, puisqu'on l'a vu, il y a très peu de tokens qui circulent, donc la volatilité peut être assez forte. Dans un deuxième temps, si cet écosystème Ethereum reçoit l'airdrop et envoie la valeur, prend le temps de creuser et se dit « Ouais, ça peut être un truc intéressant », s'ils viennent staker, la première chose qu'ils vont faire, c'est donc augmenter la part relative des jetons qui sont mis dans la production du consensus en delegate, et ça va mécaniquement faire baisser le APR, ok? Donc, voilà ce qu'il faut faire. Il faut surveiller ces 2 métriques sur Evmos. Celui-là, pour voir quel est le rythme de réclamation qui est fait par les tokens principalement dans l'écosystème Ethereum, en sachant que ça commencera à baisser à partir du 1er août et que ça va arriver vite, et que derrière, donc, ce qu'on veut voir, c'est que si ces tokens sont récupérés, sont réclamés, on veut les voir staker ici avec ce chiffre qui augmente et celui-là qui baisse. Et ça, ce sera le signe que les gars de l'écosystème Ethereum voient de la valeur et qu'ils ne vendent pas non plus leurs tokens. Et ça, encore une fois, ce sera un vrai signe de vision de l'intérêt économique de ce projet. Quant à la vision fondamentale de l'intérêt économique de ce projet, putain, on l'a dit, pour moi, c'est grandiose. On est vraiment sur un modèle économique qui n'a rien à voir avec l'extraction de valeur Ethereum. Et il y a un truc hyper important dont il va falloir qu'on parle, c'est que, effectivement, c'est l'ouverture de ce réseau vers l'IBC, qui est tout, pour ma part, la valeur ajoutée en plus, d'accord? C'est la cherry on top of the cake. C'est vraiment, vraiment hyper important. Cette blockchain, elle n'a pas une preuve de concept à apporter. Elle est déjà connectée à l'écosystème Cosmos. Elle fait déjà fonctionner l'IBC et ça marche. Donc, il y a bien aujourd'hui un EVM total équivalent. On n'est pas sur de la compatibilité partielle, 100% équivalent, qui est donc connecté à l'IBC avec un protocole Tendermint. Donc certes, il y a 150 validateurs, c'est le prix à payer, clairement, on n'est pas sur un niveau de sécurité Ethereum. 2 secondes de finalité instantanée, d'accord? On est, pour moi, sur un projet qui a un putain de dossier de très bonne qualité. Encore faut-il ne pas faire fuir l'écosystème Ethereum avec cette hyperinflation des premiers âges de ces blockchains. Et de comprendre que tant que le ratio de staking est inférieur à 40%, cette inflation vous sera bénéficiaire. C'est-à-dire vous recevrez plus en staking que la génération de l'inflation, qui reste élevée évidemment, bien entendu. Et donc très important de comprendre que cette phase initiale d'inflation, elle est extrêmement profitable due à cet effet qui se coule qu'on a eu du fait que l'écosystème Ethereum n'ait pas réclamé ses tokens. Donc clairement aujourd'hui, staker ce token en tant que validateur, en tant que airdrop Cosmos, c'est probablement l'airdrop le plus rémunérateur que vous aurez. Mais comme on l'a dit, attention, il faut vraiment que le flagship Ethereum devienne également un protocole d'intérêt au sein de l'écosystème Ethereum. Et ça, comme on l'a dit, je pense que ça arrive, mais c'est un point d'interrogation. Personne ne sait si les gars d'Ethereum vont aimer ou non ce projet. Voilà. Ce qui est important de comprendre, donc, c'est que dans son état actuel, ce que j'aime beaucoup, et on l'avait fait à l'époque, c'est qu'il y a clairement des métriques assez intéressantes. La TVL est clairement inexistante, mais elle peut clairement arriver, puisqu'on l'a dit, on est sur une totale compatibilité avec les VM, donc tout peut se redéployer. Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas du tout justement sur un déploiement à la va-vite avec juste un redéploiement de protocoles existants, comme on a vu sur d'autres blockchains. Là, on est vraiment sur une TVL organique qui vient d'une très large majorité de projets qui n'existent que sur Evmos. Donc j'aime beaucoup ça. Ça veut dire que pour moi, il y a vraiment une propension, encore une fois, à avoir une activité différente. On n'est pas là pour sucer la bite d'Ethereum, clairement pas. Mais bien pour se construire en complément. Ce que j'aime bien aussi, c'est que malgré le crash crypto, whatever, on est quand même, depuis le lancement de cette blockchain, enfin le relancement de cette blockchain en mai, sur un truc qui fonctionne plutôt bien, et malgré l'ambiance de merde, la TVL reste relativement stable. Le nombre d'utilisateurs journaliers est stable, et etc., etc. Donc c'est pour moi un protocole qui, à la moindre demande, va booster fort, parce que comme on l'a vu, il n'y a pas de supply. Le moindre type de gens qui vont vouloir rentrer dans ce protocole, ça va très rapidement faire monter les prix, parce qu'encore une fois, il n'y a pratiquement pas de tokens qui circulent. La plupart des tokens qui ont été réclamés sont stakés, donc 14 jours d'unbanding, etc. Ok ? Et ces gens-là n'ont aucun intérêt à sortir. D'accord ? Ceux qui sont en staking gagnent 440%. Donc près de 3 fois plus que l'inflation. Donc évidemment que ces gars-là n'ont aucun intérêt à sortir. D'accord ? Tant que ce rendement ne baissera pas, ceux qui sont dedans sont des gens déjà convaincus. Ce sont les gens de l'écosystème Cosmos qui connaissent les méthodes de fonctionnement de ces trucs-là et qui ne voient que l'effet qui se coule d'y ajouter une VM par-dessus ça. Voilà, très intéressant à mon avis donc comme projet. Et donc, si on schématise un peu ce truc-là et qu'on va sur les prix, ça va expliquer beaucoup de choses.
D'accord? Donc, pour ma part, et je ne vais pas vous mettre des étoiles dans les yeux, on l'a dit dès le début, si vous visez plus de x20, c'est que vous êtes complètement dans la stratosphère de la connerie, c'est n'importe quoi, ok? Donc, faut vraiment pas aller to the moon sur ce cycle, ce serait la grosse connerie. Donc là, je vous ai reconstitué, hein, parce que donc sur le seul token disponible ici sur Huobi, dont le listing est récent, le prix est encore pas stabilisé, la liquidité est proche de zéro, c'est une catastrophe. Donc je vais essayer de vous redessiner un petit peu l'historique de liquidité. Donc il s'agit bien de comprendre qu'ici, vous pouvez pas me faire de l'analyse technique, genre, oh, mais là je vois un triangle de mes couilles, là il y a un nuage Ishimoku, je sais pas quoi. D'accord? Il n'y a pas de valeur, on l'a vu, il n'y a pas de supply, donc la valeur est très difficile. Pour moi, la seule extrapolation de la valeur que je ferai, c'est que je dirais qu'on a pour l'instant donc une forme de stabilisation des échanges autour de 2,20. D'accord? C'est-à-dire 2,20 par token. On l'a vu, le maximum supply atteint dans 4 ans, c'est 1 milliard de tokens. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fully diluted market cap, on serait sur une estimation à horizon 4 ans d'une blockchain avec une valeur de 2 milliards. Comme je vous l'ai dit, pour moi, EVMOS, ça ne se construit pas par rapport à la market cap d'Atom, ça n'a rien à voir. Ça se construit par rapport à la market cap d'Ethereum. Pour moi, une valorisation relative de ce type de projet, comme on l'a vu, a très faible extraction de valeur. Le modèle économique n'est pas sur la maximisation de la rentabilité, mais sur un modèle donc de favorisation d'une distribution créatrice, surtout envers les utilisateurs et les développeurs. Donc clairement, c'est là qu'il va y avoir un vrai bouillonnement culturel. Et pour moi, EVMOS, dans son token économique, ce qu'ils veulent créer, c'est clairement la pouponnière EVM, dans lequel les bons projets vont rapidement commencer à créer une activité économique florissante, et ils vont soit migrer directement vers l'environnement Ethereum, c'est encore l'avantage, donc comme je vous dis, de la totale compatibilité. Ces protocoles qui généreront beaucoup de revenus dans l'environnement EVMOS vont probablement vouloir s'extraire de la sécurité EVMOS, qui sera de moindre degré, pour aller soit vers une sécurité carrément layer 1, la classe, tu vas sur Ethereum parce que tu es tellement riche, ou alors éventuellement sur un layer 2 alternative. Mais c'est surtout là que la roadmap d'EVMOS me plaît. Parce que ça, je l'ai découvert hier dans les interventions au Nebular Summit de Federico, le lead dev, enfin pas le lead dev, le CEO. Et ça, je ne l'avais pas vu venir. Mais EVMOS veut produire un modèle de sécurité partagée. Et encore une fois, j'ai trouvé le modèle putain d'intelligent, donc je vous en parle. C'est pas encore sorti, donc il s'agit ici encore de features, donc à venir, mais voilà ce que veut proposer EVMOS. EVMOS veut proposer un modèle de sécurité partagée, tout comme Cosmos pourra le faire, mais ils veulent proposer un niveau de sécurité partagée pour les blockchains qui justement vont pouvoir extraire une valeur suffisante et vont décider de devenir elles-mêmes leur propre layer 1. Et ce que veut faire EVMOS, c'est leur proposer des solutions extrêmement simplifiées pour migrer de smart contract à layer 1 dans l'écosystème Cosmos, c'est-à-dire de faciliter la transition, le redéploiement du smart contract au sein d'une blockchain self-secure avec une sécurité partagée assurée par les validateurs EVMOS. C'est une sorte de middle class. Et je trouve ça mais d'une intelligence suprême, puisqu'on avait parlé de la création de cette classe moyenne dans notre modèle économique. Ok? C'est hyper important de comprendre ça. Pour moi, EVMOS, si ça marche, ça doit créer l'émergence d'une classe moyenne. Cette classe moyenne qui démarre sous forme d'un protocole, avec soit éventuellement une incentive au départ pour que les fees soient très bas et que la compétitivité et l'aspect attractivité des utilisateurs soient là. Puis si ton protocole commence à créer sa propre valeur ajoutée, puis que cette valeur ajoutée se développe, etc., et que tu commences réellement à pouvoir extraire de la valeur, tu vas légitimement vouloir faire quoi? Récupérer ta souveraineté. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir, grâce à EVMOS, très facilement migrer dans ton propre Layer 1, dont il se propose d'assurer la sécurité ou non, puisqu'encore une fois, rien n'est obligatoire dans l'écosystème Cosmos. Mais ça, je pense que c'est un système qui aura beaucoup de demandes. Cette transition d'un protocole vers un layer 1 qui récupérera sa gouvernance, son inflation, et qui pourra louer la sécurité à EVMOS, avant peut-être, après s'être développé suffisamment largement, de migrer carrément en layer 2, voire carrément redéployer tout ça en layer 1. Et tout ça pourra être fait sans aucune friction, puisqu'on parle de VM équivalence. Extrêmement important à mon avis. Je pense qu'EVMOS, à terme, va devenir le principal layer 2 d'Ethereum. Mais pas sous la fonction layer 2 parce qu'il hérite de la sécurité. Je pense que ce sera vu comme une alternative à la sécurité moindre, mais à la simplicité extrêmement plus grande. Et aussi en offrant la capacité d'interagir avec toute la ville, ce que les gars d'Ethereum pourront faire. Je vous le rappelle, la ville se construit autour de la valeur Ethereum. Mais par contre, plus vous êtes loin, plus vous devez accéder soit à votre propre sécurité, qu'elle soit partagée ou pas. La proximité pour moi d'EVMOS avec l'environnement Ethereum, dû à cette équivalence, c'est pas une petite chose, c'est énorme. Et il n'y a personne qui capte ça. Donc je pense que c'est extrêmement important d'avoir
en tout cas au moins dans une diversification de portefeuille Cosmos, mais pour ma part, même dans une diversification de portefeuille Ethereum, pour moi, Evmos, c'est un must-have. Il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, et je trouve ça effectivement dramatique, raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, et en long, en large et en travers. Ça aura pris du temps, mais clairement, il y avait beaucoup de choses à dire. Ok? Donc pour ma part, comme on l'a dit, si je dois valoriser ce truc-là par rapport à Ethereum, pour moi, l'horizon d'investissement, c'est au moins 1 à 2 ans. Il faut la croissance organique de l'Ethereum, que les gens trouvent tout de suite, effectivement, la volonté de créer de nouvelles applications, puis voient effectivement l'intérêt économique de cette redistribution particulière de la valeur au sein de l'écosystème Evmos, que cette demande transitionne, crée une tendance, etc. Dans ce cas-là, moi, je donne de toute façon un plafond de valorisation à 2 à 3% de la market cap Ethereum. C'est-à-dire que pour moi, au-delà de 3% de la market cap Ethereum pour Evmos, ça devient un problème. Ça veut dire qu'on extrait trop de valeur et qu'il y a un problème dans le business model. Donc je pense qu'on devrait se stabiliser à 2-3% de la market cap Ethereum, à terme, comme une valeur maximale, mais totalement légitime. Si c'est le cas, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour moi, je pense qu'Ethereum va se stabiliser autour d'1 trillion de dollars de market cap, ce qui me laisse légitimement à penser que 2 à 3% de ça devrait être donc de 20 à 30 milliards à peu près de niveau de valorisation pour notre token Evmos. Et comme on l'a vu, il faut 4 ans pour obtenir la fully diluted, donc on va dire de manière plutôt conservatrice, en cas d'émergence de tendance, puisqu'on l'a bien dit, il y a plein de problèmes, et il y a plein de trucs qui font que ça pourrait très bien ne pas marcher du tout, et puis c'est pas la compétition qui manque chez les autres. Il me semble qu'atteindre 20 dollars sur le token, c'est vraiment le maxi dans lequel il faut sérieusement se calmer et penser à la redistribution du supply. C'est-à-dire, comme tout projet, ici on est sur un supply qui est mal distribué parce qu'il a été mal réclamé, malgré la volonté de le distribuer très largement avec ce rect drop qui n'a pas été fonctionné correctement, il se trouve qu'aujourd'hui la valeur est très largement concentrée. Donc elle peut soit se diluer très vite avec l'arrivée de ces gens Ethereum qui vont enfin réclamer leurs airdrops, ou pas, parce que si ces gens-là redistribuent cette valeur en la vendant, c'est probablement ceux qui possèdent déjà des Evmos qui vont racheter. Et on en vient donc à cette stabilité. Pour ma part, la stratégie est simple. Ceux qui ont reçu l'airdrop, on n'est pas pressé. Nous, vu les rendements en staking, on n'a pas besoin de réinvestir dans le projet. Par contre, je préfère être franc. Moi, si on part sur des déviations standards à la valeur estimée, pour ma part, de 20, j'hésiterai pas à remettre de mon portefeuille, c'est-à-dire à réinvestir du cash dans ce projet. Pour ma part, j'estime ce niveau, et ça ne regarde que moi, à 1,20. C'est-à-dire que si on bascule sous les 1,20 dollars, je vais commencer à envisager investir du cash dans Evmos. C'est tout. Voilà. Sans que ce soit dramatique, et de toute façon, tous ces projets spéculatifs, d'accord, le risque, on le connaît, c'est zéro. C'est-à-dire que la taille relative du stop loss par rapport au canal de tendance, le canal de tendance ici, vous le voyez bien, il fait ça. Donc la taille du canal, c'est 0. Donc clairement, ici, si vous investissez là-dedans, prêt à perdre. Donc levier impossible, d'accord, pas de trading en marge, pas de dette avec ces trucs-là. Mais vraiment de comprendre, ce qu'on investit là-dedans, ça peut tendre vers 0, et clairement, on l'a vu, il y a beaucoup de problèmes. Ce lancement complètement raté, c'est aussi le signe que tout n'est pas parfait dans l'univers Evmos. Voilà. Mais ça, il s'agit de le comprendre. Okay, si on a une vente des holders Ethereum, la question c'est quelle est la part relative des gens de l'écosystème Cosmos qui vont être prêts à réinvestir. Moi je pense que ça peut absorber la vente des tokens Ethereum s'ils ne sont pas trop nombreux. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'une partie des holders Ethereum qui vont réclamer l'airdrop stake, c'est-à-dire voient la valeur de ce projet. Sinon, clairement, on va tirer vers 0 et beaucoup de gens vont sortir. Donc pour moi, réinvestir, c'est minimum 1,20 et ça reste très marginal. J'y octroierai jamais plus de 1-1,5% de capital là-dedans. Pour ceux qui n'ont pas reçu l'airdrop, pour moi c'est simple, c'est interdiction formelle d'acheter quoi que ce soit tant qu'on est proche de 2,20. Donc c'est à partir de 2,20 et plus ça baisse, mieux c'est pour vous. Donc le but ici à mon avis serait de mettre en place une stratégie par palier, c'est-à-dire pas se dire oh putain je vais chercher le super dip parfait et j'investis tout d'un coup, mais pour garder une psychologie positive, c'est pour moi de dire j'investis par niveau. Voilà. Et de toute façon, aucun ordre d'achat au-dessus des 2 dollars. C'est-à-dire que ça baisse, profitez-en pour accumuler doucement, jour après jour. Plus ça baisse, plus ça vous permet d'acheter moins cher. Mais raisonnez valeur moyenne. Raisonnez aussi que dès que vous achetez vos tokens, le but c'est de surtout pas les garder liquides. D'accord ? Comme vous n'avez pas de stop loss sur cette stratégie, il faut immédiatement aller staker le token pour récupérer les 400% d'APR. Ok ? Donc pour moi, c'est vraiment sous cette forme-là qu'il faut fonctionner. Des niveaux de paliers qu'on place en ordre limite. Maintenant qu'il est listé sur des exchanges comme Huobi, ça me semble être la meilleure des stratégies à faire, d'aller faire de l'entrée par palier, avec évidemment donc une hard cap, interdiction formelle d'investir plus de 2% de capital là-dedans, et pour ma part, 1% me semble être plutôt rationnel. À prendre évidemment en diversification d'un portefeuille Ethereum, voilà ce qui me semble être la stratégie à jouer là-dessus.
Voilà, donc moi en tout cas, vous savez tout, vous avez les trucs de prix, je vous ai un peu tout donné. Les objectifs donc maximal à viser, l'horizon de temps 1 à 2 ans et c'est très incertain bien entendu. L'importance pour l'instant, c'est donc de stabiliser la valeur au sein de ce range et d'après d'octroyer donc soit une forme d'accumulation qui me semble assez logique étant donné l'inflation élevée, je vois difficilement comment on pourra breaker to the moon. Il faudrait vraiment une demande stratosphérique et concentrée. Donc je parierais plutôt sur un retour au range suivi d'une forme d'accumulation. Donc encore une fois, sortez pas toutes vos cartouches ici. Raison pour laquelle, pour moi, 1% de capital investi ici, c'est pas trop mal pour ceux qui veulent rentrer sans rien du tout dans ce projet. Staker en attendant, et si on a une réponse positive, il y aura probablement une forme d'accumulation entre 3 et 5 dollars, et vous aurez la possibilité dans ce cas-là de réinvestir 1% pour atteindre 1% d'exposition initiale, plus 1% d'exposition derrière. Vous aurez 2% de capital maximum là-dedans, avec donc un prix de revient moyen qui sera plus ou moins celui de la médiane du range, ce qui est un travail plus que correct en vue du breakout. Et quand breakout se met en place, c'est là que le margin sera possible, c'est là que les rendements en staking auront probablement baissé, c'est là où vous pourrez éventuellement retrouver la liquidité sur certains de vos tokens pour les collatéraliser et suivre la tendance, par exemple. Bon, là, évidemment, je vais très loin et j'ai probablement perdu pas mal de monde. Donc écoutez, je vais m'arrêter là parce qu'on a vu beaucoup de choses, mais on est quand même allé très loin dans cette analyse et je voulais le faire. Donc, je vous propose de faire une sorte de petite synthèse, comme on fait toujours, en conclusion. Ok, donc si je résume l'essentiel, parce qu'on a dit beaucoup de choses, donc là je vais juste résumer ce qu'il faut retenir. Donc ce qu'il faut retenir, Evmos c'est pas un petit projet, mais alors vraiment pas. Pour moi c'est pas du tout une compétition Ethereum. Donc ceux qui vont dire le nouvel Ethereum killer, non. Je pense par contre que ça va faire beaucoup de mal au Vavax et au NIR protocole et trucs comme ça. Parce que là, on a un modèle économique qui est en radicale opposition avec ce que propose Ethereum. On n'est pas en train d'essayer de sucer la bite des Ethereum holders, mais bien de leur faire comprendre que leur modèle économique n'est pas capable d'absorber la future demande. Surtout qu'il y a tout un pan de l'économie qui ne peut pas se créer autour d'Ethereum et des Layer 2, parce que cette économie qui a été créée autour d'Ethereum est tellement extractrice de valeur qu'elle ne peut pas créer des projets qui n'ont pas un niveau suffisant de valeur ajoutée. Ces projets-là peuvent tout simplement pas émerger parce qu'ils ne peuvent pas payer contre leur sécurité ou alors ils doivent le faire à la dépense d'une inflation qui fait drastiquement chuter le token. Et en plus de ça, les gars de chez Ethereum sont réputés pour détester l'inflation. Donc je pense qu'on a besoin d'une blockchain complémentaire qui n'est pas juste compatible mais absolument équivalente. En plus de ça, je vous dis, on a l'effet qui se coule de « Ah, mais en plus de ça, tiens donc, c'est vrai que Cosmos, il paraît que c'est quand même une super technologie. Donc on est déjà 100% compatible à IBC, qui est le standard de Cosmos. Je dis Cosmos, c'est pas Atom. Cosmos, c'est un protocole, c'est un ensemble de règles qui régissent les règles de la cité. Où est-ce qu'on définit les frontières de Cosmos? À partir du moment où tu utilises Tendermint et où tu es connecté en IBC, tu fais partie du gang. Et c'est le cas d'Evmos. On est sur une full EVM compliance avec déjà un système IBC qui fonctionne. Les réseaux IBC sont déjà là, on les voit fonctionner. Il y a déjà aujourd'hui les tokens IBC qui s'échangent en équivalent ERC20 à l'intérieur des DEX d'Evmos. Donc, pour moi, encore une fois, les protocoles sont hyper avancés en termes de développement. Personne ne connaît rien de cette blockchain parce que, encore une fois, le lancement a été à chier. Le modèle économique qui était pourtant très beau sur le papier a couaqué avec ce lancement de merde qui a complètement foutu en l'air toute la demande côté Ethereum, ce qui fait qu'on se retrouve entre petits holders Cosmos qui aiment ce projet-là mais on comprend pas trop parce que c'est compliqué, c'est le VM, faut utiliser d'autres adresses, c'est chiant, c'est compliqué, etc. Je pense que cet écosystème ne peut exister que s'il est demandé des deux bouts, côté Ethereum et côté Cosmos. Côté Cosmos, la demande elle est là, la plupart des gens ont reçu des gros airdrops et vu les rendements en staking, il n'y en a pas un qui a vendu. Donc la question c'est de dire, est-ce que côté Ethereum, ça va prendre. Si ça prend, il faut se poser la question, est-ce que clairement, on peut accepter une demande extérieure? Non. Tous les gens qui ne sont pas éligibles à l'airdrop, s'ils veulent acheter au marché, il n'y a pas la profondeur de marché aujourd'hui. Donc attention aux hausses de prix assez vénères. Ça peut être très volatile comme token. Maintenant, voilà, il faut aussi comprendre que ces gens qui arrivent de l'écosystème Ethereum, pour eux, c'est un autre monde, Cosmos. Et il y en a pour certains, ils vont juste s'arrêter à dire « Eh quoi, 120% d'inflation? Oh putain, je vends !» Donc il faut faire attention, encore une fois, à cet équilibre très instable qui peut se produire dans les prochaines semaines, à l'arrivée éventuelle des holders Ethereum. Il y en a qui vont vendre, il y en a qui vont acheter. La question est, est-ce que ça va s'équilibrer? Je pense que ça va être très volatile, étant donné le supply inexistant. Il n'y a pas plus de 5% du supply qui est liquide. La plupart du supply, il est staké pour récupérer 400 putains de pourcents de rémunération Napier. Voilà. Ok? Donc, c'est de comprendre que si vous êtes par contre un gars Cosmos et que vous n'avez pas reçu l'airdrop, il y en a beaucoup, je pense franchement que on est sur des prix pas débiles. Voilà. Maintenant, pas de conseil en investissement, vous faites comme vous voulez. Je vous ai donné, à mon avis, la stratégie à adopter, les montants,
rationnel de gestion du risque. Les stop-loss, 0, donc vous êtes obligé d'attendre et de savoir dans quoi vous embarquez. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit assimilable à un conseil en investissement de DGen pour devenir multimilliardaire. Comprendre qu'encore une fois, les probabilités de risk-reward sont très très avantageuses, mais ça veut aussi dire que la probabilité de réussite est limitée. On l'a vu, le principal problème d'Evmos, pour moi, c'est que fallait pas se chier déjà au lancement, et ça met un vrai gros point noir dès le début. Ça laisse une trace indélébile qui est assez chiante, et malgré la qualité de ce projet, beaucoup de gens restent sur cette idée d'un lancement foiré. Donc c'est très difficile d'arriver à faire changer d'avis quelqu'un qui a déjà eu une expérience négative. Et ça, c'est un point noir. Le deuxième problème, c'est que y a une grosse compète. Hein. Côté NIR, ça marche très bien aussi en termes de finalité instantanée, scalabilité infinie, tutti quanti. Donc clairement, il y a des compétiteurs chez NIR, chez Avax, et ils sont tous à peu près au même niveau, des fast finality ou proches d'eux. Hein. Chez Avax, on n'est pas en fast finality, mais bon, c'est presque ça. Donc voilà, faire attention. Il y a des compromis qui sont faits aussi sur d'autres blockchains. Certaines ne sont que EVM compatibles, mais elles sont très très fortement compatibles. C'est le cas pour Avax. Hein. Le niveau de comptabilité est très élevé, mais c'est pas une EVM équivalence. Donc moi je trouve qu'Evmos a vraiment de très belles cartes à jouer. Le principal problème, c'est que dans la partie de poker, il a commencé en mettant tapis, enfin pas tapis, mais on a commencé par brûler pas mal de jetons, et pire, hein, ces jetons ont été pour l'instant non utilisés. Je dis, il y a une très grosse distribution en vue d'un airdrop qui n'a pas été réclamé. Et c'est ça l'éternel gros problème d'Evmos aujourd'hui. Bon putain, ça fait 1 heure de vidéo, je pense que vous y attendiez depuis le début, mais je voulais vraiment dépoussiérer ce dossier en entier correctement. Donc on a parlé de tous les aspects, positionnement dans l'écosystème, quel est ce qu'on appelle le addressable market, c'est quel est le marché qu'on va viser. Donc on n'est pas du tout sur une compétition Ethereum, on est vraiment sur l'ouverture d'un marché vers une demande beaucoup moins extractrice de valeur, beaucoup plus distributrice de l'écosystème. Encore une fois, ici, on est dans le fonctionnement d'une ville. Ce que ça va créer probablement Evmos, c'est l'extraction d'une classe moyenne. La classe moyenne, comme on l'a dit, c'est tous ces protocoles qui vont rapidement pouvoir extraire une belle partie de leur valeur et qui vont vouloir se constituer en layer 1. Ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà Evmos anticipe ça en disant ouais, ces gars-là, on va les aider à faire ça. C'est encore mieux, plutôt que de les bloquer et de les bloquer chez nous comme pourrait faire Avax, on va leur dire non, nous direct c'est open bar et puis vous n'êtes pas obligé d'utiliser notre sécurité partagée, mais on va vous la proposer avec tout un tas de services, migration de votre smart contract, etc., vos bases de données, on peut très facilement vous aider à transiter. Et ça, encore une fois, je trouve ça hyper intelligent. Je pense qu'il n'y aura pas de croissance dans l'écosystème crypto si on n'a pas cette vision-là. Pour moi, la vision Ethereum centrée, extraction maximale de valeur, etc., ça fonctionnait qu'avec la DeFi. Les DGen, les NFT à plusieurs millions. Il fallait pouvoir extraire une valeur astronomique de choses qui, pour ma part, ne sont pas assimilables par l'early majority dont on a parlé. Cette quantité astronomique de nouvelles personnes qui arrivent, elles ne sont pas là pour acheter des NFT à plusieurs millions, putain. C'est des gens normaux. Ces gens-là, ils vont vouloir des interactions humaines, normales. Bref. On est dans les prémices, à mon avis, d'une compatibilité Web3. Le Web3 n'existera pas sur le modèle centré Ethereum parce que l'extraction de valeur qui est à la base de ce modèle ne peut pas correspondre avec les protocoles qui sont nécessaires pour un Web3. Donc je pense que oui, Evmos, ça marchera peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, on a besoin d'essayer. Voilà ce que j'avais à vous dire. Allez, sur ce, comme d'hab, pas de conseils en investissement, hein, putain. Vous faites pas hyper parce que vous avez regardé une vidéo, j'y vais to the moon, j'achète n'importe comment. Hein. On prend le temps de réfléchir, do your own research, toujours. Ciao.